Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au cycle de conférences sur l'innovation éducative organisé par le Centre interdisciplinaire d'innovation éducative CIED Santo Tomás. Notre invité d'aujourd'hui, c'est le professeur Christophe Battier avec la conférence Innovation pédagogique en pandémie, apprentissage et défis. Je vous rappelle, je vais vous montrer, que cette conférence a une traduction simultanée. Je ne sais pas pourquoi je montre ici. Je vais vous montrer comment faire pour sélectionner les langages de votre choix. Et vous trouverez dans les panneaux inférieurs une espèce de monde si vous êtes dans votre ordinateur où vous pouvez choisir la langue espagnole ou français. Donc, si vous êtes dans la chaîne espagnole, vous entendrez l'interprétation simultanée en espagnol. Et si vous voulez écouter la langue originale, vous devez cliquer sur la langue en français. Après, si vous êtes sur votre téléphone portable, vous devez cliquer sur les 3 points pour activer l'interprétation simultanée et sélectionner les langages de votre choix. Je vais vous laisser quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire sur les chats. Quelques minutes, non, quelques secondes plutôt, pour activer l'interprétation simultanée. S'il y a des questions, vous pouvez nous poser les questions dans les chats. Mais si tout va bien, vous nous dites. On a une question? Non, on dit hola, juste. OK, je vais supposer que tout le monde a réussi à trouver la chaîne en français et en espagnol. Et maintenant, je vais vous présenter notre invité. J'ai l'honneur de vous présenter au professeur Christophe Battier, qui a accepté notre invitation. Il a une très, très grande trajectoire professionnelle autour de l'innovation numérique dans l'enseignement supérieur et aussi dans l'accompagnement des acteurs, des communautés d'enseignantes, des formateurs dans leur usage autour du numérique sur plusieurs continents. Il est actuellement responsable du service TIS, de technologie de l'information et de la communication pour l'éducation, de l'Université de la Polynésie française. Il m'a montré tout à l'heure, il a une très, très beau vue de la Polynésie. Ça donne envie d'être là. Et j'espère pouvoir nous rencontrer soit ici au Chili pour lui montrer notre pays bientôt, et ou sinon aller chez lui. Et on va voir un moment, il va nous montrer une présentation de 30 minutes. Et après, on va avoir un espace de questions et commentaires. Et vous pouvez, dans le chat, je pense que vous l'utilisez déjà, et laisser votre question. Et je vous invite à être attentif cognitivement pendant toute la conférence. Prenez un stylo, un cahier, un papier, qu'est-ce que vous voulez. Et écrire les questions pour les poser à la fin dans le chat. Et Christophe, il va nous donner un temps pour répondre. On va vous laisser cette présentation aussi, parce que je vous laisser des liens d'intérêt, parce que Christophe aussi, il a une grande expérience comme diffuseur, je ne sais pas les mots, mais il a diffusé beaucoup il a des chaînes YouTube, elle va nous expliquer, mais je vous laisse les liens. Et aussi les calendriers de conférences du Centre CIED, les prochaines conférences. Et à la fin, on va vous inviter aussi à répondre à une petite enquête qui est très importante pour nous, pour assurer de nouvelles conférences au futur. Je vais vous laisser cette PowerPoint et je vous invite donc à écouter. Je remercie une fois de plus à Christophe et je vous laisse avec sa présentation. Je vais arrêter de partager les miens.
comme ça. Et je te laisse, Christophe, commencer avec un bravo initial. Voilà, j'ai partagé mon écran, c'est bon? Oui. Bon, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je ne vais pas parler trop vite pour la traduction. Donc, effectivement, je travaille à l'Université de la Polynésie française, mais j'ai travaillé en France depuis le siècle dernier, depuis plus de 20 ans, dans l'innovation pédagogique. J'ai aussi pas mal de missions dans d'autres universités, notamment en Afrique. Je viens de rentrer du Burundi. J'ai passé 15 jours autour de ces problématiques-là, de mettre en place des formations, là aussi dans le cadre du Covid, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et l'intérêt de cette conférence, c'est de voir un petit peu l'impact qu'a eu ces phases sanitaires, comme on dit, sur nos établissements, sur nos institutions, d'un point de vue innovation et d'un point de vue pédagogique. Toc. Donc, le sujet, on est voisins. Hein, je suis juste à côté, je suis qu'à 7000 km de vous, donc vous êtes, voyez, presque, on est carrément voisins. Entre nous et entre la Polynésie et le Chili, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que de l'eau, il n'y a que 7800 km. Donc, j'espère que tout va bien se passer d'un point de vue technique pour cette conférence. Alors, je vous propose de découper cette présentation en 3 parties, faire un petit point sur c'est quoi l'innovation, l'innovation comme facteur d'évolution dans un établissement, essayer de caractériser ça, donner des idées, des pistes sur l'innovation. L'innovation est ce qui s'est passé là en pédagogie. Qu'est-ce que ça change en pédagogie, l'innovation? Et les impacts liés au confinement, liés à ces épisodes qu'on a vécus de façon globale, c'est quelque chose d'assez mondial. Vous parlez en Afrique, il y a cette problématique-là, en Europe, il y a cette problématique-là, en Amérique du Sud, il y a partout. On a été tous impactés par cette chose-là. Alors, pour commencer ma présentation, j'aimerais évoquer un philosophe français qui a beaucoup réfléchi, je ne sais pas si vous connaissez Michel Serres, qui a beaucoup réfléchi sur l'impact des technologies dans notre société. C'est un philosophe qui a beaucoup, depuis 20-30 ans, qui réfléchit à ça. Et d'un point de vue pédagogique, il y a 2 ouvrages qu'il a écrits sur la fin de sa vie qui nous intéressent particulièrement pour éclairer notre réflexion. Le premier, c'est Petite Poussette. Le premier, c'est Petite Poussette, voilà, c'est celui-là, qui est aussi en espagnol. J'ai vu qu'il y avait une version en espagnol qui est disponible, qui réfléchit sur l'impact du numérique en général sur notre société. Donc et aussi sur l'enseignement et sur la formation. Donc, c'est un livre, ce n'est pas très, très long. Vous trouverez aussi des conférences pour ceux qui parlent un peu français en français sur Petite Poussette. Donc, ça, c'est la première chose, le premier ouvrage intéressant. Le deuxième, c'est plus spécifiquement sur l'innovation qui a été écrit après Petite Poussette. C'est un de ses derniers ouvrages qui s'appelle Le Gaucher boiteux. Et une des questions qui se pose, que Michel Serres se pose, pourquoi l'homme innove? Pourquoi l'homme évolue? Qu'est-ce qui le pousse à innover? Qu'est-ce qui le pousse à changer? Et il a 2 réponses à cette question. Pour lui, l'innovation se fait que s'il y a une nécessité. S'il n'y a pas de nécessité, on reste dans sa zone de confort, ou par hasard. On découvre quelque chose par hasard, on met en place quelque chose par hasard. Donc, c'est les 2 grands vecteurs de l'innovation, la nécessité et le hasard. Et moi, je donne des cours autour de l'innovation. C'est quoi les processus d'innovation, les différents types d'innovation, et je partage assez cette vision-là. Donc, si vous voulez reprendre d'un point de vue philosophique cette question-là avec des exemples dans ce livre, c'est le Gaucher boiteux. Je n'ai pas trouvé de traduction en espagnol, mais il y a, pour le Petite Poussette, si vous êtes enseignant, allez lire ce livre parce qu'il est très significatif sur les évolutions du savoir, le numérique, etc. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change l'impact du numérique dans nos sociétés d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux, etc. etc. Alors, le contexte global dans lequel on vit aujourd'hui, on est dans un contexte où on est dans un flux de données. Les données produites augmentent de jour en jour. Et on doit apprendre à gérer ce flux, à donner ces données. C'est des choses qui dépassent la dimension humaine. Donc là, je vous ai fait un petit flash sur le nombre de mails produits, le nombre de vidéos vues, le nombre de photos Instagram, etc., par minute. On est quelque chose qui dépasse l'entendement.
Et avec la deuxième contrainte, c'est aussi un rond, c'est le virus, qui a eu un impact sur nos relations sociales. C'est difficile d'avoir tous les étudiants en même temps dans un amphithéâtre, c'est difficile de se parler sans masque, voilà, ça rajoutait une contrainte de distance, alors distance sociale, distance physique, distance émotionnelle, qu'il n'y avait pas auparavant ou qu'il y avait moins auparavant. Donc on est dans cette contrainte ponctuelle qui est les contraintes sanitaires et cette évolution liée au numérique, vraiment l'explosion des contenus. Alors, pour détailler cette explosion, je vais reprendre un exemple pour vraiment comprendre ça. C'est le nombre de vidéos produites, déposées sur YouTube par minute. En 2007, il se déposait 8 heures de vidéos par minute sur YouTube. C'est-à-dire, si on regardait toutes les vidéos déposées en une minute, ben, il fallait passer 8 heures. Ça a régulièrement augmenté. Donc là, j'ai repris les chiffres de 2007 à 2011. En 2012, on est déjà passé à 5 jours de vidéos qui se déposaient par minute. Et aujourd'hui, on est près de 21 jours. Ça veut dire que si je regarde toutes les vidéos qui se déposent sur YouTube en une minute, il faudrait que j'y passe 21 jours. Alors, vous allez me dire, mais monsieur Battier, il y a plein de conneries. Je ne sais pas comment on traduit ça en espagnol, mais c'est vraiment le terme. Il y a plein d'imbécilités, de choses qui sont nulles, des chats qui tombent des chaises sur YouTube. Oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a même la théorie de la Terre plate, des chaînes sur la théorie de la Terre plate. C'est assez mal régulé. Mais vous avez plein de chaînes d'universités. Paola, dans ma présentation, a dit que je mettais pas mal de choses aussi sur YouTube. Moi, j'ai plusieurs centaines de vidéos de réflexion, d'usage, de conférences, de partage autour des usages du numérique sur ma chaîne YouTube. Il y a énormément de cours auxquels on a accès, des tutoriels, il y a des choses fabuleuses. Je ne sais pas si vous avez des profs de chimie, par exemple, parmi vous, periodicvideo.com, allez voir toutes les vidéos qui sont déposées. C'est quelque chose, c'est des ressources phénoménales. Il y a énormément de bêtises, mais il y a aussi énormément de choses. Et petite parenthèse, je regrette un peu que les enseignants universitaires, de façon générale, n'aillent pas farfouiller un peu plus dans les chaînes YouTube pour trouver des références, des exemples à montrer à leurs étudiants, des tutos, des aides, des démonstrations, des choses comme ça. C'est une source, comme vous êtes créé des références bibliographiques, il est intéressant de se faire des références vidéographiques sur YouTube. En parlant de contexte général et de biblio, pour montrer la complexité du monde dans lequel on évolue, on va. Il y a un journal, alors c'est pas nouveau, ça date de quelques années, mais qui s'était amusé à faire des liens entre les citations des références d'articles de recherche et, par rapport aux termes de données, et on montre qu'il y a une interpénétration des disciplines, on est moins monodisciplinaire. La complexité du monde dans lequel on évolue oblige à cette interdisciplinarité de façon de plus en plus importante qu'auparavant. Donc, on a cette double contrainte, nous, universitaires, on vit dans un monde où les données explosent, on vit dans un monde où l'interdisciplinarité est de plus en plus importante. Alors, on retrouve ça aussi, un peu cette augmentation des données, cette augmentation des volumes. Je donne les références à chaque fois. Est-ce que j'ai mis le lien? Oui, c'est sur Open Syllabus. C'est toutes les références bibliographiques que vous, enseignants, vous donnez à vos étudiants. Et là aussi, on voit énormément de choses. Donc, il y a quelqu'un qui s'est amusé à cartographier ces références-là dans les syllabus des enseignants sur plusieurs millions de textes. Donc, c'est une cartographie qui est aussi intéressante, qui montre ce phénomène-là, ce mouvement-là, cette évolution-là, énormément de données qu'on met à disposition des étudiants. Et dernière image pour illustrer ça, j'aime bien cette petite infographie. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en bas à droite. On voit ici, nous les anciens, de ceux qui sont nés avant les années 2000, on avait quoi à disposition? On avait ça à disposition pour travailler, ces encyclopédies-là. Vous voyez, un volume fini d'informations. Et à côté, par exemple, c'est juste Wikipédia. Les données qui sont sur un seul serveur, c'est Wikipédia. Donc, si on regardait sur une bibliothèque, Wikipédia, c'est des gens qui sont amusés à représenter le volume d'informations sur Wikipédia. Alors, d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que ça change? Nos étudiants ont accès à énormément de données.
Mais une donnée, ce n'est pas une information. Une information, c'est quelque chose qui est contextualisé, on va un peu plus loin que la simple donnée. Hein. Et une information, ce n'est pas une connaissance. Ça, c'est un des soucis aussi relevés par Michel Serres. Hein. Tout à l'heure, je parlais de petites poussettes. Les étudiants ont l'impression qu'en cliquant, ils ont accès à des données, à de l'information, donc ils pensent savoir. Et là, c'est là où notre travail est important, c'est de transformer ces données, ces informations en connaissances. Même, on peut aller un peu plus loin sur la compétence, sur les choses, la mise en œuvre de ces connaissances pour que les étudiants puissent mémoriser tout ça, puissent les retenir et se faire leur propre réseau de connaissances. Donc, on a cet afflux de données, d'informations. Alors, des fois, ça peut dégénérer. Hein, on peut avoir des choses qui peuvent aller plus loin. C'est là où le rôle de nous, enseignants, est important. C'est guider nos étudiants dans ce flux d'informations, dans cette abondance de données. Voilà, le contexte autour du numérique, pour moi, c'est ça. C'est la vitesse de la diffusion d'informations, c'est ces volumes d'informations, c'est cette interdisciplinarité qui existe et qu'on voit de plus en plus dans nos pratiques d'enseignement qui se développent de plus en plus. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Alors, si on en revient à des mécanismes d'innovation, alors je vais prendre par exemple ici ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, qui est l'innovation, on part de quelque chose qui existe, la roue. Alors, une innovation de rupture, la création de la roue a été une innovation de rupture, mais une fois que ce concept était inventé, on l'a amélioré et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'enseignement, dans ces processus d'innovation. Là, vous voyez différents types de roues. Vous ne mettrez pas la première roue à gauche en bois sur votre voiture, celle à droite est beaucoup plus confortable, beaucoup plus vite, donc on a une évolution, mais ça reste une roue. La même chose, si je transpose à l'enseignement, à vos syllabus, hein, si je fais la même transposition, le syllabus du cours, ça existe depuis j'allais dire des décennies, mais même depuis des siècles. Donc, l'enseignant transmet un écrit à ses étudiants. Au départ, c'était de l'écrit, il y a eu l'imprimerie par la suite qui a facilité la diffusion. Quand on a numérisé ça, on peut diffuser du PDF, on peut mettre ça sur des clés USB pour faciliter la diffusion. Et aujourd'hui, ces contenus se retrouvent sur le cloud, sur Internet, sur des plateformes de cours. Je ne sais pas laquelle vous avez, un Moodle, Caroline, Canvas, tout un tas de choses comme ça. Mais d'un point de vue pédagogique, on reste dans la même chose. On facilite la diffusion, on facilite le volume, on facilite la création, mais on est sur du syllabus. Hein. On est dans cette… là, par rapport au contenu texte, il n'y a pas d'évolution pédagogique, il n'y a pas d'innovation pédagogique, il y a un petit peu d'évolution technologique. Et donc, du coup, souvent dans l'innovation pédagogique, on reste dans cette innovation incrémentale, c'est que la nouvelle version ressemble un peu à la précédente, à cette évolution. On parle d'effet carrosse. En effet, les premières voitures qui sont apparues, on voit ici que le cheval a été remplacé simplement par un moteur. Cet effet carrosse, ça veut dire qu'on a fait une innovation, on a changé quelque chose, mais on reste à peu près dans la même ligne. Et souvent, pédagogiquement, on verra par la suite. Quand on va regarder en pédagogie, on est dans cet effet carrosse. Alors, sur les acteurs de l'innovation, quand on a inventé la roue, l'innovation de rupture, les acteurs ne sont pas tous derrière l'inventeur de la roue. Au contraire, non, on ne veut pas de roue, c'était mieux avant, je préfère pousser mon caillou. Voilà. Et donc, si on regarde un peu ces acteurs de l'innovation, j'aime bien cette métaphore du crayon pour les acteurs de l'innovation, où on peut définir différents types de populations par rapport à l'innovation dans nos institutions de formation. Ça, c'est la métaphore du crayon, c'est pour les différents types de populations des enseignants par rapport à l'innovation. Donc, il y a ceux qui sont à la pointe du crayon, donc en avance. Hein. Être à la pointe en français, ça veut dire être en avance. On appelle ça les leaders, c'est ceux qui vont donner des idées, c'est ceux qui vont trouver, c'est ceux qui vont partir tout seuls dans leur coin, c'est ceux qui auront les dernières nouveautés, qui vont tester la dernière pédagogie, la dernière technologie, c'était les premiers à partir sur les MOOC, c'était les premiers à mettre leur cours en ligne, etc., etc. Derrière, il y a ceux qui prennent un peu plus de temps, qui observent les leaders, qui trouvent les bonnes idées, qui les appliquent, qui les mettent en application, qui changent les choses comme ça. Ensuite, la majorité des enseignants, ce sont des consommateurs. Ils attendent que
ça fait leur preuve, que les gens montrent que ce soit vraiment efficace, qu'on soit vraiment sûr. Et ensuite, vous avez une autre tranche de population, les enseignants traditionnels, qui se disent, moi, j'ai toujours fait comme ça marche bien, je ne vois pas pourquoi je vais changer. J'ai moi-même appris comme ça, donc je vais dupliquer comment j'ai appris ma façon d'apprendre, comment on m'a enseigné, je vais enseigner de la même façon. D'accord ? Donc ça, c'est les enseignants traditionnels. Et vous avez une autre catégorie qu'on appelle les effaceurs, qui existent aussi, qui sont à l'opposé des leaders. Non, 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 mais le numérique, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Non, 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 le numérique, c'est nul. Les étudiants, c'est à eux de travailler. Les publications dans ce domaine montrent que le numérique, ça ne marche pas, etc., etc. Donc là, on est un peu dans les fake news, on est un peu dans la mauvaise foi. Il y a aussi ce type de population. Mais c'est intéressant de bien connaître la typologie de cette population. Il y a des gens qui vont peut-être trop vite et des gens qui ne vont pas assez vite. Mais donc, ça fait une homogénéité dans un établissement. Si vous regardez autour de vous, je suis sûr que vous connaissez un leader, je suis sûr que vous connaissez un traditionnel. Même dans une équipe pédagogique, c'est bien, la variété fait la diversité. Et de ces interactions, quand ce n'est pas bloquant, ça peut créer des choses intéressantes. Autre chose aussi importante dans les institutions, c'est la gouvernance, c'est-à-dire les doyens, les responsables des universités, les directeurs des masters, de vos formations. Eux aussi, ils ont un rôle important à avoir pour favoriser, mettre un bon climat, un bon écosystème en place pour favoriser l'innovation dans nos institutions. Alors, si on regarde un petit peu d'un point de vue pédagogique, ces processus d'innovation, il y a déjà une première chose qui remonte souvent de la part des enseignants. Ça ne sert à rien de s'embêter d'utiliser des outils. C'est un peu que se montre cette image-là, où on a deux personnes qui font le ménage sur un tapis, en tapant pour faire tomber la poussière du tapis. Il y en a une qui tape avec un bâton et l'autre qui tape avec un aspirateur. D'ailleurs, si vous regardez bien, l'aspirateur n'est même pas branché. Donc, si on prend un outil qui est lourd, qui est compliqué, qui est cher pour faire la même chose, quel est l'intérêt d'utiliser cet outil-là ? On peut aussi se poser la question, et souvent on s'est posé la question, enfin quand je dis souvent, pas toujours, on s'est posé la question. Un exemple, par exemple, sur le tableau blanc interactif, on se rend compte que souvent on fait la même chose. On applique la même pédagogie, sauf qu'on montre beaucoup plus d'informations qu'auparavant, puisqu'on ne prend pas le temps de dessiner, on ne prend pas le temps d'écrire. Souvent, ça arrive tout préparé, on vient juste à noter sur le tableau blanc interactif. D'ailleurs, il y a une étude qui montre au Québec, si on fait un peu marche arrière sur un gros plan de déploiement de tableau blanc interactif dans le lycée, que sur les usages, ce n'était pas forcément quelque chose d'intéressant parce que l'information arrivait plus vite qu'auparavant sur le tableau, les étudiants avaient moins de facilité au final pour comprendre. Il y a quelqu'un aussi qui a travaillé sur l'innovation dans l'enseignement, plus spécifiquement. Donc, on a vu l'innovation incrémentale, qui est le premier niveau d'innovation. C'est Ruben Panedura qui a proposé le modèle SAMR, avec le premier niveau qu'on peut dire c'est une innovation incrémentale, où on fait substituer un objet, un outil, une pratique par un autre qui est plus facile, qui est plus numérique, qui est plus, je les ai vus, le syllabus en PDF, des choses comme ça. Donc, on ne change pas vraiment la façon de faire cours, on ne change pas la pédagogie, on ne change pas les processus, on facilite. Voilà. Donc, ça, c'est le numérique permet d'accéder plus facilement à de l'information, à plus d'informations, mais on reste au niveau de la substitution. C'est le premier niveau d'innovation du numérique. Ensuite, le deuxième niveau proposé, c'est l'augmentation. Le numérique comme un outil de substitution, donc avec un changement fonctionnel. Le troisième niveau, le M, c'est pour la modification. Donc là, on rentre dans la transformation de votre pédagogie. Le numérique modifie les tâches aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Et le quatrième niveau d'évolution, c'est la redéfinition des tâches, aussi bien pour côté étudiant que côté enseignant. On ne fait plus du tout les mêmes tâches, on n'est plus du tout dans la même pédagogie. Avec ces outils-là, on peut aller beaucoup plus loin.
C'est très compliqué pour un enseignant qui veut se lancer dans l'innovation de passer directement à la redéfinition. C'est trop de travail. C'est même souvent voué à l'échec. Les gens disent « Ah, j'aimerais bien faire, vous vous rappelez de la pointe, tel prof a fait ceci, je vais faire la même chose » et passer directement d'un cours classique à un cours complètement redéfini, c'est énormément de travail. C'est pour ça que ces étapes peuvent être importantes, se fixer. Quand on accompagne les enseignants dans une évolution, dans une innovation pédagogique, on se fixe des objectifs atteignables, pas tout changer un cours, pas remettre 300 heures de cours en ligne complètement différemment. Il faut faire ça par étapes, sinon à 90% on va dans le mur. On est voué à l'échec. Il y a d'autres modèles qui existent autour de l'innovation et de la pédagogie, celui qui a été proposé par Thierry Karsanti, qui lui tient compte, reprend un peu ces différents niveaux d'appropriation, d'amélioration, ces étapes-là, mais aussi ce niveau de détérioration. Les technologies freinent l'enseignement. En fait, on fait moins bien qu'avant, c'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus difficile. Par exemple, si vous proposez des cours sur une plateforme et que vos étudiants n'ont pas accès à Internet, typiquement en Afrique par exemple, là, on ne va pas améliorer les choses. Voilà. Au contraire. Donc, il existe différents référentiels. On avait travaillé avec une équipe de chercheurs. J'ai travaillé avec une équipe de chercheurs. Apparemment, vous connaissez aussi Daniel Peraya, mais de plusieurs universités en Europe dans les années 2010, à partir des travaux que Daniel avait fait sur l'hybridation de l'enseignement, où Daniel donne une définition de l'hybridation, où un cours hybride, c'est un cours où on articule les moments de présence et de distance pendant la formation. C'est un cours où on utilise des dispositifs numériques et où on a une réflexion autour de la pédagogie. Alors, on a donné plusieurs dimensions pédagogiques pratiques autour de cette l'hybridation de l'enseignement. Est-ce qu'on participe en présence? Est-ce qu'il y a des activités à distance? Est-ce qu'on prend des outils pour travailler? Est-ce qu'il y a des outils de communication synchrone, asynchrone? Tout un ensemble de définitions, de dimensions, pardon, qui permettent de caractériser 6 types d'enseignements différents. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses autour déjà des présentations autour de l'hybridation, mais avec ces outils-là et ces différentes pédagogies, on peut caractériser 6 types d'enseignements différents. Donc, c'est une typologie d'enseignement hybride qui existe. Enfin, pour répondre aux demandes de flexibilité, il y a une autre modalité, un autre nom qui est apparu dans le langage, dans l'innovation pédagogique. On a parlé d'hybridation pédagogique. Un dernier terme qui existe, c'est le terme de comodal, des enseignements comodal. C'est pour répondre aux demandes de flexibilité de la part des étudiants, pour faciliter leurs accès aux informations. On constate de plus en plus sur le terrain de l'enseignement supérieur ce déploiement de formation où c'est l'étudiant qui choisit comment il va suivre le cours, soit en présentiel, soit à distance, soit de façon synchrone, soit de façon asynchrone. Et c'est l'étudiant, l'enseignant propose un certain nombre de modalités et c'est l'étudiant qui choisit. Donc ça, c'est toutes ces évolutions, c'est autour de l'innovation. Je suis passé assez vite sur l'innovation et sur la pédagogie, l'impact de l'innovation sur la pédagogie. Alors, qu'est-ce que ces vagues de confinement ont changé? Nous avons eu ici comme ailleurs plusieurs vagues de confinement. Alors, dans un premier temps, on a observé dans mon université, mais comme dans d'autres universités, cet effet carrosse que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire qu'on a remplacé le cours synchrone en amphithéâtre par le cours synchrone en Zoom. Ça posait beaucoup de problèmes parce que des problèmes de connexion. Chez nous, ici, l'accès à Internet est très cher, donc tous les étudiants n'ont pas accès à Internet. Des accès d'équipements de serveurs qui étaient sous-dimensionnés, peut-être pas forcément dans les universités, mais plutôt dans je vois à l'État en France, les lycées, les collèges, les serveurs n'ont pas tenu la charge. Soi-disant, ils ont été attaqués par des espions russes. Voilà, ça c'était le gouvernement qui disait ça en français. Un problème de mise à disposition des activités en ligne.
Parce qu'à part donner son syllabus, la majorité des enseignants ne savaient pas quel type d'activité proposer en ligne. Le problème de présentation de son contenu, la difficulté d'animer pendant 3 heures des visioconférences comme on anime en amphithéâtre. C'est difficile parce que souvent, je ne sais pas si vous avez fait déjà des cours en visio, c'est un peu comme dans la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Je regarde mon support, je ne vois pas vos vidéos sont éteintes, on a l'impression de faire cours à un écran noir, on a l'impression un peu de parler dans le vide. Donc, parler comme ça pendant 3 heures, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas très interactif avec les enseignants, les étudiants ne mettent pas toujours leur micro parce qu'il y a du bruit chez eux ou parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'on entende ce qui se passe chez eux, parce qu'ils peut-être qu'ils font autre chose aussi. Donc, c'est assez frustrant pour les enseignants. Et animer pendant 3 heures ces séances-là, ça a généré beaucoup de frustration pendant ces phases-là. Et donc, la majorité des enseignants, sur les premières phases du confinement, ont regretté ce faible taux d'interaction avec les étudiants pendant les visios. Donc, les méthodes traditionnelles, ils se sont rendus compte que les méthodes traditionnelles qu'ils utilisaient en présentiel étaient difficiles à utiliser en les mettant en ligne. Donc ça, c'était aussi une prise de conscience sur l'ensemble des gens. Et puis, ils se sont rendus compte qu'avec ces méthodes-là, il y a très peu d'interaction et c'était assez frustrant si on restait juste sur le syllabus. Alors, pour ma part, moi, j'ai fait différents constats. Le premier constat que je fais, c'est sur la participation. Vous vous rappelez de ma métaphore sur l'innovation pédagogique? Et bien là, tout le monde était à la même enseigne, tout le monde était obligé d'être à 100% à distance. Et pour moi, ça, c'est la première chose qu'il faut noter de ça. C'est rarement dans les histoires de nos établissements, tout le monde a été obligé de faire la même chose. Moi, ça fait 30 ans que je suis à l'université. On décrète des plans, on décrète des choses, mais on voit qu'il y a 5, 10, 15%, allez, par grand vent, 30% des gens qui suivent. Même pour les grandes réformes, on a connu la réforme du LMD, licence, master, doctorat en France. Ça a mis des années avant d'arriver à ce que tout le monde passe. Là, d'un seul coup, tout le monde est passé à 100% à distance. Ça a eu un impact fort de la place pour les enseignants, parce que certains enseignants qui disaient « Oh, moi, je suis trop vieux, c'est pas fait pour moi, c'est pas pour ma matière, l'enseignement à distance, c'est trop compliqué, je suis pas fait pour l'ordinateur ». Certains de ces enseignants qui avaient ces discours-là, qui se sont rendus compte finalement, c'était pas si difficile. Finalement, on pouvait faire des choses sympas. Finalement, on pouvait être accompagné. Il y avait des outils qu'ils arrivaient à utiliser. Donc, c'était une prise de conscience, pas chez tous les enseignants, mais chez certains qui étaient, alors, dans les consommateurs, dans les traditionnels ou même chez les effaceurs. Finalement, le saut du numérique, ça peut présenter des avantages pédagogiques, ça peut présenter des avantages pratiques, ça peut présenter un intérêt pour son enseignement. Et ça, c'est pas tous les enseignants, mais moi je trouve dans l'université où je suis actuellement, c'est quelque chose qui a eu un impact sur la prise de conscience des enseignants. Donc ça, c'est la première chose. Mais tout le monde s'est retrouvé dans la même galère, dans cette difficulté. Alors ça, pour la galère, normalement, c'est un bateau sur lequel on rame avec des rames de chaque côté. Là, je vous présente la pirogue polynésienne, qu'on appelle le va'a en polynésien. Donc, tout le monde, toujours, a dû ramer dans la même dimension. C'est la métaphore que je veux faire passer par cette image. Les enseignants ont tous découvert sous la contrainte cette nouvelle façon d'enseigner. Ils ont tous utilisé des outils de cours en ligne, typiquement comme Moodle. Les enseignants traditionnels se sont dit, finalement, ce n'est pas si difficile que ça peut présenter un intérêt. Pour moi, c'est vraiment le premier enseignement que je tirais de cet événement Covid. Alors, autre constat, c'est le problème du synchrone. Les enseignants se sont rendus compte que c'est difficile. À la louche, je vous ai sorti quelques chiffres. C'est vraiment à la louche. Je n'ai pas fait une étude détaillée, mais c'est quand on regarde des statistiques de connexion sur les Zooms, sur plusieurs cours, sur les plateformes de cours, etc., c'est à peu près ces choses-là qui ressortent. Ça veut dire quoi? Quand on propose une séance Zoom, on a maximum 30% des étudiants qui arrivent à se connecter.
Je ne veux même pas dire qui participent, qui arrivent à se connecter. Donc ça, c'est frustrant pour les enseignants. Chez nous, dans notre université, quand on propose des séances synchrones aux étudiants de plus de 3 heures, on a moins d'un tiers des étudiants qui arrivent à se connecter. Par contre, si vous proposez des séances asynchrones, là, on augmente le taux de participation, on dépasse la moitié des étudiants qui se connectent alors pendant une journée, 2 jours, 3 jours, où vous donnez une journée, vous faites une petite séquence synchrone le matin, l'ensemble des activités, 10 jours. Vous avez de la matinée pour faire les activités. Là, les étudiants ont le temps de se poser, ont le temps de se connecter. Ça demande moins de ressources informatiques, etc. etc. On augmente le taux de participation sur des séquences asynchrones. Et on va encore plus loin si derrière il y a un suivi. Là, on a mis en place un suivi systématique pour cette rentrée dans mon université. On contacte tous les étudiants qui ne se connectent pas aux cours, qui ne répondent pas aux mails des étudiants. Donc, on a mis en place des procédures et voir si ça avait un impact. Donc, tous les enseignants qui nous ont demandé de mettre en place ça, on a fait ce suivi-là et on augmente de façon très significative. On n'arrive pas au 100%, mais 90-95% des étudiants se connectent, font les activités de façon asynchrone avec un suivi. Et tous les jours, ou même tous les 2 jours, on renvoie de ceux qui ne travaillent pas. On va même jusqu'à les contacter par téléphone. Donc, vous voyez, avec un accompagnement fort des étudiants, on arrive à monter ces taux de participation. Donc ça, c'est aussi ça, une prise de conscience de la part des enseignants. Ça, c'est aussi important. Souvent, dans la scénarisation des enseignants, un enseignement ne peut se faire qu'en mode synchrone. C'est la majorité, pas chez tous les enseignants. Et là, on sort de ce schéma-là. Et là, on montre qu'on peut faire différemment. Et même que si on fait différemment, finalement, on peut faire même mieux. Donc, ça, c'est le deuxième enseignement important pour les enseignants. Donc, réduire les temps synchrones. Dans la scénarisation, les gens ont commencé à réfléchir, réduire ces temps de synchrone, raccourcir les vidéos pour ceux qui font des vidéos et vraiment accompagner les étudiants, proposer un suivi des étudiants, montrer qu'on est là. Alors, qu'est-ce qui va rester de ces moments-là à plus long terme ? Alors, il y a plusieurs études qui commencent à sortir. La première qui est sortie, je vous renverrai sur ce lien-là. Alors, je vous ai mis des références françaises. Excusez-moi, je ne suis pas très hispanique dans mes références. Mais celle du pédagoscope, c'est Marianne Dumont qui fait ça en Suisse. Mais on a un peu aussi cet effet-là chez nous en Polynésie, où les étudiants disent finalement, les cours à distance, c'était pas mal, ça me permet de m'organiser, ça me permet de me poser, ça me permet de rester chez moi, je ne suis pas obligé de me déplacer, comme, je ne sais pas pour vos étudiants, mais nous, nos étudiants, il y a un certain nombre qui ont des difficultés à se déplacer entre les îles, même chez nous, on n'a qu'une route, par exemple, donc c'est compliqué de venir sur le campus parce qu'il n'y a qu'une route qui fait le tour de l'île. C'est une grosse montagne au milieu du Pacifique, Tahiti. Donc, ça donne beaucoup de souplesse pour l'organisation, le fait de mettre les cours en ligne, de faire des cours asynchrones, de proposer des scénarios interactifs comme ça, asynchrones, de souplesse. Et les étudiants sont demandeurs de ça en disant on ne pourrait pas continuer comme ça, finalement, ce n'est pas si mal. Pas tous les étudiants, pas dans toutes les formations, mais dans un certain nombre, 20, 30, 40%, c'est quand même assez significatif, cette évolution-là. De même chez les enseignants. Les enseignants disent finalement, je trouve que mes étudiants participent plus sur mes cours, mes dispositifs que j'ai montés en ligne, parce que j'ai prévu de l'interaction, parce qu'il y a de l'accompagnement, parce qu'il y a du suivi, que quand je suis en présentiel en amphi. J'obtiens des choses beaucoup plus riches et je veux continuer comme ça. Et donc là, on est en train d'embrayer tous les cours. Les profs ont dit, moi, je ne reprends pas mes cours en présentiel. Je vais garder une partie, de temps en temps, on se verra en amphi, mais j'ai gardé 30, 40, 50, 60, 70% de mes cours à distance. Je parle des cours, donc sur les cours, on a aussi des travaux pratiques. Quelques travaux pratiques se sont mis en hybride et on garde aussi ça, et sur les travaux dirigés. Donc voilà un peu ces choses-là, l'impact. Premier impact, c'est tout le monde a été plongé dans le même bain, donc les gens ont été obligés de se rendre compte que ça pouvait servir quelque chose. Deuxième impact, c'est sortir du schéma. Il n'y a que le synchrone qui marche d'un point de vue pédagogique. Non, on peut faire d'autres choses. Donc, et troisième impact, finalement, on va rester de façon générale
pour mes cours, je vais rester comme ça. Donc, voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire aux discussions, cette présentation, ce retour de terrain que je vais faire. Bon, on va en discuter dans les minutes qui suivent. Et si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion, on pourra discuter, continuer ces discussions, soit sur LinkedIn, soit sur mon Twitter, ou par mail, ou aller voir ce que je mets aussi sur mon blog. Alors, je vois qu'il y a plein de messages, plein de réponses. Je vais répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer aussi de traduire les questions parce qu'il y a plein d'intérêts. Bon, il y a Daniel qui dit merci beaucoup pour ta présentation et pour partager tes connaissances sur l'innovation éducative. Et tel que tu l'as dit, et selon une étude de Steins 2018, dans l'université, on continue à réaliser de l'enseignement centré dans les enseignantes et pas dans l'étudiant. Mais malgré les différentes alternatives d'innovation, pourquoi les cours n'ont pas changé beaucoup et qu'est-ce qu'on avait besoin pour qu'ils soient intégrés les innovations dans la salle de classe? Il faut donner du temps. Tout à l'heure, j'ai montré le modèle SAMR, qui est un des modèles sur l'innovation. En pédagogie, il faut donner du temps. Un des freins à l'innovation pédagogique, c'est la temporalité. C'est-à-dire que quand je commence quelque chose sur un enseignement, mon enseignement, je vois l'impact à la fin de l'enseignement, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois ou 1 an après. Tu changes quelque chose dans un master, l'impact, c'est le résultat de ton master. On est sur des temps longs. Même si l'innovation est mise en place rapidement, l'impact, tu mesures de façon lente. Donc, si tu t'es trompé, il faudra 2-3 ans pour ajuster. Donc, ça, c'est la première chose. L'enseignement, on est sur des temps longs. Donc, c'est un frein à la vitesse de diffusion de l'information. On est sur des pratiques aussi, on a toujours fait comme ça. On est sur des pratiques où la géographie des établissements, comme on a toujours fait comme ça, on construit encore des amphithéâtres, on construit encore des salles avec des classes en randonnion qui sont pas forcément, qui induisent elles-mêmes, qui font perdurer, ce qu'on appelle la fossilisation des pratiques, font perdurer des modèles existants. Donc, l'innovation pédagogique, on sait qu'on est sur des temps longs. Donc, là, l'intérêt de cette phase de confinement, ça a servi un peu d'accélérateur, de prise de conscience qu'on pouvait faire différemment, prise de conscience qu'il y avait d'autres modèles qui existaient de façon globale. Il y avait déjà les gens qui étaient à la pointe, les gens qui étaient innovants, c'est 20-30%, ça dépend des établissements, de gens qui étaient dans ces processus-là. Là, on est passé à 100% des gens qui étaient obligés de suivre ces choses-là. Donc là, ça joue un peu l'effet d'accélérateur. Quand on regarde aussi les équipements des universités, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits autour de la vidéo, de studios mobiles, de serveurs Zoom, de serveurs de classes virtuelles, de choses comme ça. Jamais on a mis autant d'argent dans les équipements dans les universités. Quand je regarde en France, c'est des millions d'euros qui ont été dépensés pour permettre cette adaptation-là. Alors, on est encore dans l'effet carrosse parce qu'on met un zoom, une caméra dans les amphis, les profs vont se filmer dans les amphis, mais on est dans la première marche, dans le S du SAMR, de cette évolution-là. Il y a aussi Sarah qui demande si c'est mieux la modalité hybride, qui est juste en ligne à 100%, du point de vue de l'enseignant, s'il y a des résultats sur ça. Et aussi, dans la question, je pense qu'il faut aussi éclaircir les termes. Par exemple, tu as parlé de comodalité. Ici, on parle de multimodal aussi et de hybride, mais je dirais plutôt les médias ou les langages populaires. Quand on utilise des hybrides, c'est plutôt d'être un groupe en classe présentielle et un autre groupe à distance. Ce n'est pas dans le sens de la définition qu'il nous a donnée Daniel Peraya et que j'utilise aussi dans mon cadre théorique. Donc, mais Daniel, il m'a dit que aussi ça, en France, c'est aussi parfois la confusion entre les termes qu'on utilise. Et il y a une confusion entre les termes parce qu'il y a une confusion des pratiques. Tu passes un dispositif hybride.
comme il y a des choses qui sont enregistrées, comme il y a des vidéos, tu peux le suivre aussi bien de façon synchrone, comme tout est enregistré, tu peux le suivre aussi de façon asynchrone. Donc, à ce moment-là, soit tu es en présentiel, soit tu peux le refaire à distance. Donc, c'est pour ça que dans les pratiques, toi, ces termes, c'est vrai que ça devient confus parce que dans la pratique, quelque chose qui était pensé initialement comme un dispositif hybride où tous les étudiants suivraient le même scénario, dans la pratique, on se rend compte que non. Donc là, on passe à quelque chose qui n'est plus forcément, qui rajoute une dimension, cette différence de modalité. La différence, c'est dans la conception. Est-ce que je pense à mes étudiants? Est-ce que je donne un seul modèle à mes étudiants ou je prépare des parcours en fonction de comment ils vont suivre? Je pense que c'est ça la vraie différence, c'est l'enseignant, comment il conceptualise. Et pour répondre à la question, est-ce qu'un enseignement hybride, c'est mieux qu'un enseignement présentiel? C'est pas la bonne réponse. Il a dit online, 100% en ligne. En fait, ce qui fait un bon enseignement d'un mauvais enseignement, c'est pas l'outil. Ce qui fait, c'est la pédagogie, c'est l'activité qu'on va mettre en place, c'est le suivi, l'accompagnement qu'on va mettre des étudiants, qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient en ligne. Si tu fais un cours en présentiel, tu fais que lire un livre, ça sera moins bien qu'un cours en ligne où tu mets des activités, tu fais interagir les étudiants, ça c'est sûr. Si on a en présentiel, tu fais plein d'activités, interagir les étudiants, ça sera meilleur qu'un cours où il n'y a que des PDF. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait de mettre en ligne, c'est ce qui améliore le dispositif, c'est la scénarisation, c'est la mise en activité des étudiants. Les outils permettent de faire des choses beaucoup plus poussées, mais il faut les utiliser. On a un suivi plus poussé, on a un suivi personnalisé, on peut proposer de la co-création, suivre les processus de création des étudiants en ligne, ce qui est plus difficile à mettre en place en présentiel. Mais il faut le scénariser, il faut le mettre en place, il faut le proposer. C'est ça la différence. Il y a des choses qui bipent. Je ne sais pas ce qui bip. Voilà. Oui, il y a plein de questions. Je ne sais pas, il y a une question d'une étudiante de 44 années. Il dit que c'est une étudiante universitaire et qu'il ressent que tout a changé. Elle se demande comment savoir quelle méthode elle doit utiliser pour s'adapter dans ces nouveaux temps. Se donner du temps. Première chose, c'est réfléchir, regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Regarder son public, discuter avec ses étudiants. Comment mes étudiants… Il y a des questions qu'il faut se poser. Quel est l'équipement de mes étudiants? Quel est l'équipement que me propose l'institution? Moi, quel est mon niveau de maîtrise du numérique? Et à partir de ça, se construire son propre écosystème, son environnement personnel numérique. C'était un terme qui était utilisé par Stephen Downes. Son environnement personnel d'enseignement, c'est-à-dire quels outils je vais utiliser, qu'est-ce que je maîtrise, toutes mes données, qu'est-ce que j'ai compilé mes données informatiques, mes données de cours, sous quelle formation compiler, est-ce que j'ai accès facilement à de la vidéo, est-ce que j'ai accès à des Zooms, est-ce que je peux mobiliser mes étudiants, est-ce que j'ai accès à des salles informatiques, est-ce que j'ai un TBI, enfin, c'est difficile de répondre, de donner une recette, mais faire un petit bilan de tout ça. Mes étudiants, est-ce qu'ils sont, il y en a beaucoup qui travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, est-ce qu'ils sont tous sur le campus, est-ce qu'il y en a qui sont éloignés, est-ce qu'ils parlent tous la même langue, est-ce qu'ils ont même, souvent dans les formations, il y a aussi l'homogénéité de vos étudiants. Dans les formations universitaires en première année, généralement, on a des publics très, très hétérogènes. Donc, il faut proposer des parcours de remise à niveau. Et ça, on ne peut pas le faire en présentiel. On peut le proposer en numérique. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe. Il y a énormément de choses. C'est énormément documenté. Je ne suis pas le seul à mettre beaucoup de choses. Tu disais que je mettais beaucoup de choses sur YouTube. Il y a pas mal d'enseignants qui publient pas mal sur leur blog, sur des chaînes vidéo, sur leur pratique. Alors, je ne connais pas du tout le monde hispanique, le monde d'Amérique du Sud. Je ne sais pas qui publie. Dans le monde francophone, si vous allez sur mon blog, vous verrez sur la partie droite de mon blog, il y a plein d'autres, je renvoie sur d'autres blogs qui réfléchissent sur la pédagogie et sur le numérique. Allez voir un peu ce que propose par exemple Marcel Lebrun. D'ailleurs, Marcel Lebrun propose quelque chose d'intéressant autour d'un modèle pédagogique pour réfléchir autour le modèle IMAIP pour réfléchir sur mon cours. C'est quoi les informations que je donne aux étudiants?
quelle est la motivation de mes étudiants, comment je peux développer la motivation des étudiants, comment je peux mettre en activité mes étudiants. Voilà, c'est ces questions-là auxquelles il faut réfléchir. Et avec une contrainte dans tous les mondes universitaires que je connais, qui est forte, c'est le temps que vous avez à disposition. Et une dernière chose aussi importante, je pense, ne pas travailler seul. Aujourd'hui, alors ça, j'ai peut-être pas assez insisté sur ça, on travaille en réseau. Je vous ai montré plein de trucs en réseau au début, avec beaucoup d'informations qu'ils développaient. Il existe des réseaux d'enseignants. Il existe des réseaux de profs innovants. Les gens à la pointe, rappelez-vous de la métaphore du crayon, il n'y en a pas forcément dans votre université, il n'y en a pas forcément dans votre domaine de compétences à côté de vous, dans votre bâtiment, mais en quelque part sur Internet, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui a les mêmes problèmes que vous, il y a quelqu'un qui a les mêmes problématiques, qui a déjà réfléchi, qui a un peu avancé. N'hésitez pas de rentrer par LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, n'importe quoi, en contact avec lui, de proposer de travailler ensemble, même si ce n'est pas formalisé, même s'il n'y a pas un contrat de travail, avec des outils qu'on a. Comme vous faites de la collaboration pour faire de la recherche, vous faites de la coécriture d'articles, pourquoi les enseignants ne font pas de la coopération pour construire leurs cours? Ça, c'est une question que je me pose souvent, que je pose souvent aux enseignants. Pourquoi vous travaillez tout seul? On a des réseaux, vous faites des publications, vous êtes plusieurs auteurs. Et pourquoi vous n'avez pas le même fonctionnement pour les cours? Allez chercher des gens sur les réseaux, allez regarder ce qui existe. Ça prend un peu de temps, mais ça peut être à moyen terme assez intéressant de travailler comme ça. Il y a beaucoup de questions que je vais essayer de rassembler, mais il y a une question qui occupe beaucoup aux enseignantes, surtout des écoles primaires, parce que maintenant ils sont dans cette commodalité et ils ne savent pas comment attirer l'attention de ceux qui sont chez eux et qui suivent, parce qu'il y a les cours qui est en présentiel, plus les cours dans la caméra. Est-ce que si tu as décidé pour motiver à ceux qui sont à distance ou pendant un cours présentiel, et aussi si tu penses qu'il y a une autre question de niveau supérieur, je pense, il nous dit du point de vue, qui nous dit Nelson, excellente exposition, il nous a dit quel est ton avis sur cette nouvelle modalité et stratégie d'apprentissage, si ça fait du sens pour les élèves eux-mêmes? Alors, pour la première question, on a ce problème-là et on travaille autour de ce qu'on appelle l'awareness, c'est montrer en présence les activités des gens qui sont à distance. Et là, ça nécessite un équipement supplémentaire dans la salle de classe. On est en train de tester des écrans interactifs. Je n'ai pas les marques en tête, mais comme des écrans Polycom ou des choses comme ça. Donc, on a une caméra intelligente qui est au-dessus d'un grand écran. L'écran est mobile, on peut le placer dans plusieurs salles et on voit tous les étudiants, on oblige à tous les étudiants à se connecter avec leur caméra. Et donc, le prof, il a son tableau blanc, il a son vidéoprojecteur, il a son ordinateur. Et à côté, on a ce qu'on appelle un dispositif d'awareness, de représentation de ce qui se passe à distance dans la classe, où physiquement, les étudiants à distance sont dans la classe. Donc ça permet d'avoir des volumes d'étudiants présents dans la classe. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup et on est en train de finaliser ça ici sur le campus sur les robots de téléprésence. Alors ça ne s'adresse pas à des volumes d'étudiants, mais un étudiant à distance peut être physiquement dans la salle via un petit robot. Alors, si ça vous intéresse, je te donnerai à Paola, j'ai tout un blog, des vidéos là-dessus, sur la téléprésence. C'est un peu comme un Skype à roulette. Vous avez une interface, vous prenez la main sur le robot et vous pouvez vous déplacer dans la classe. Donc, mais là, ça s'adresse à 1 ou 2 étudiants parce que les robots coûtent en euros, ça coûte 3 000 euros, un robot comme ça. Donc, c'est un peu plus cher qu'un ordinateur. Mais on peut aussi avoir cette présence distance qui est physiquement dans la salle. Donc, ces 2 dispositifs-là, pour les groupes, un écran supplémentaire dans lequel on voit, en fait, c'est le mur d'image comme on l'a là dans Zoom, hein. Mais les gens sont tout le temps là dans la classe, on peut interagir, ils se connectent, la classe le Zoom est tout le temps ouvert, de 8h du matin, voilà. Ça nécessite un deuxième écran connecté dans la salle. Ça, c'est le dispositif idéal. Après, dans les scénarios,
c'est mélanger les activités de gens qui sont en classe avec proposer des activités de groupe en mélangeant les activités entre les gens qui sont en présentiel dans la classe avec les gens à distance, toujours associer quelqu'un à distance dans le groupe pour être en interaction. Ça nécessite donc de faire des classes virtuelles, des groupes, avoir la possibilité de faire des classes de groupe, des groupes dans le Zoom, des choses comme ça. Donc, ça demande quand même un peu de moyens supplémentaires par rapport à simple diffusion sur YouTube. Et là, on peut aller un peu plus loin sur les représentations. Et la deuxième question, c'était l'intérêt pour les étudiants. Oui, c'était ça. Alors souvent, c'est l'intérêt pratique. J'ai évoqué, alors chez nous, c'est assez fort. Des pays d'Afrique d'où je reviens, c'est assez fort. Se déplacer, c'est compliqué. Se déplacer coûte de plus en plus cher. Il faut dire que, par exemple, si vous ne connaissez pas la Polynésie, entre le nord et le sud de la Polynésie, il y a 3000 km. Entre l'est et l'ouest, il y a 2000 km. Donc, c'est des territoires assez vastes. C'est des territoires un peu confettis, comme on appelle. Et donc, un étudiant, quand il vient, des fois, il a 3 heures d'avion pour venir ici. Donc, sur le campus. Donc, la possibilité de la distance, si on peut suivre les cours à distance, pour les étudiants, c'est un confort, c'est une facilité. Ce qui augmente beaucoup aussi les taux de réussite aux examens, juste le fait de filmer les cours. Quand moi je suis arrivé ici, il y avait très peu d'innovation pédagogique. La première chose qu'on a faite, c'est filmer un certain nombre de cours, notamment tout ce qui est formation continue. Donc, on a mis en place des studios, on a mis en place des caméras dans les salles de cours, on a mis en place des caméras dans les amphithéâtres. Juste le fait de faire ça, on a doublé les taux de réussite sur les examens, les cours qui étaient filmés. On a doublé le nombre de participants aussi parce que les gens ont pu suivre à distance, mais on est passé de 30% du taux de réussite de 30% sur les formations classiques à 50%, 55% sur des formations en ligne, rien que parce que le fait l'étudiant pouvait suivre toute la formation sans avoir à se déplacer. Quand il n'avait pas compris, il peut revoir les vidéos. Donc, c'est des choses assez importantes quand même. Ça a un impact assez fort. Tous les étudiants ne sont pas demandeurs. Il y a des étudiants qui ont besoin de présence. Il y a des étudiants qui ont besoin d'interaction. Il y a des étudiants qui ont besoin d'être sur le campus pour discuter, d'avoir cette pression sociale des autres étudiants pour avancer, pour se motiver. Mais il y a un certain nombre d'étudiants pour qui c'est compliqué de se déplacer, pour qui c'est compliqué de tout comprendre ce qui se passe en synchrone. Ils mettent un peu plus de temps. Donc, rien que le fait de mettre à disposition des vidéos, des cours, c'est intéressant pour les étudiants. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, mais je pense qu'on peut le lier à la question de la dimension socio-affective, qu'aussi il y a d'autres 3 questions sur ça, de comment prendre en compte la dimension socio-affective dans l'apprentissage en ligne ou à distance, ou surtout dans les périodes de pandémie aussi. Alors, on a fait des choses assez sympas là. Nous, on a eu une rentrée très difficile cette année, sur les premières années, parce que dès la rentrée, on a eu un confinement le jour de la rentrée. Donc, les étudiants de première année n'ont pas pu venir sur le campus. Et on s'est posé beaucoup de questions sur ces étudiants. Et donc, on a proposé des choses, des activités brise-glace en icebreaker, de présentation assez ludiques en classe pour les activités pédagogiques. Même sur des grands groupes, on a des cours avec 100, 200, 300 étudiants. Ou, par exemple, là, je vais rentrer un peu dans les détails techniques, mais c'est des petites choses, c'est des petites astuces qui font beaucoup dans le climat d'une classe. Quand vous constituez des groupes, dans les scénarios, on avait de la constitution de groupe. On a 2 façons de faire sur un Moodle, par exemple. Vous faites une constitution automatique. Vous faites des groupes de 5, vous prenez les 5 premiers par ordre alphabétique, ensuite les 5 suivants, etc. Vous faites, automatiquement, vous construisez des groupes. Ou alors, vous faites un petit wiki dans lequel vous mettez un petit tableau et puis vous dites aux étudiants, voilà, choisissez le thème sur lequel vous travaillez, mais pourquoi vous voulez travailler dans ce thème-là et qu'est-ce que vous pouvez apporter au groupe. C'est tout bête, mais tout de suite, ça change la dimension. On n'est pas dans un truc automatique, on n'est pas dans un gare de triage, comme dans les trains, on est trié à droite, à gauche. Et là, je m'investis. Et on a été très, très surpris par la prolifération à 100%. Là. Moi, j'aime ce thème, je vais apporter ça, je suis content de participer, j'ai amené mon ordinateur, je suis compétent en telle chose, je vais amener ceci au groupe. Et il y a énormément de conversations qui ont clenché directement dans ce wiki-là, au lieu d'utiliser un outil création de groupe automatique.
Donc ça, on l'a déployé sur pas mal de cours en début d'année et on était très surpris par le fait de mettre de l'humain dans des choses assez basiques, mais c'est très important. Autre chose aussi qui marche pas mal, c'est créer des espaces informels. Alors, soit vous les créez dans votre plateforme. Typiquement, il y a un outil qui est très bien pour ça. C'est un outil de visioconférence qui est gratuit, qui s'appelle Jitsi, qui permet d'ouvrir un espace de conversation visio, oral, écrit, texte, comme vous voulez, mais synchrone dans la plateforme. Il est tout le temps ouvert au même endroit à vos étudiants. Un peu comme un petit café. Alors, vous y allez pas. Ça ne garde pas les traces. Il n'y a pas d'historique, mais les gens peuvent s'y retrouver. Et là, vous le contextualisez comme un espace informel de discussion où les gens peuvent se retrouver 24 heures sur 24 et discuter à tout moment. Il y a que, comme c'est dans la plateforme de votre cours, dans le cours sur votre plateforme de cours, il n'y a que vos étudiants qui peuvent y accéder. Là, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut rentrer par le cours, il faut être connecté pour avoir accès. Mais c'est un espace informel. Il y a d'autres gens qui préfèrent, qui vont un peu plus loin dans cette partie-là en ouvrant des espaces sur des outils comme Messenger, sur WhatsApp, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas, mais ça demande une application personnelle un peu plus forte de la part d'enseignants et ça peut dégénérer. Là, j'ai un enseignant qui est venu me voir en disant là, j'ai demandé des devoirs. Les étudiants devaient me rendre des devoirs le dimanche à minuit, ce qu'il faut jamais faire. Et ils se sont réveillés une partie le samedi et ils m'ont harcelé sur mon WhatsApp, sur mon téléphone du samedi jusqu'au dimanche. Ils ne se rendent pas compte. Je dis, ouais, mais là, tu as mis trop de proximité avec tes étudiants. Donc, c'est à vous aussi de trouver le curseur. Mais je trouve que la solution Jitsi ouverte comme ça, et de temps en temps, vous allez discuter, ou un forum. Le forum, ça marche un peu moins bien, mais générer ce qu'on appelle des espaces de discussion informels entre les étudiants. Voilà, ça, c'est des choses qui apportent beaucoup aux étudiants. Bon, je te remercie beaucoup, Christophe, par ton temps, ta générosité de venir pour accepter l'invitation aussi. Et bon, on a plein d'intérêt à ta conférence et des félicitations dans les chats. Je remercie aussi à Carlos, le backstage, l'interprète, à Carlos qui a fait l'interprétation en espagnol, à Javiera, notre journaliste qui a diffusé l'événement, et à Luis Balboa, qui est chercheur de Centre CIED et qui est en train de nous aider dans la partie technique aujourd'hui. Avec cette réponse finale, nous finalisons cette conférence et nous remercions beaucoup votre assistance. Nous laissons inviter à tout le monde à participer de nos prochaines activités programmées. Et nous remercions une fois de plus à Christophe par sa présentation d'aujourd'hui et la réponse à notre question. Merci Christophe. Et bravo. Eh ben, merci. À la prochaine. À la prochaine.